Ma fille avait 11 ans quand elle a été assassinée à Paris en 1986, c'est-à-dire il y a pratiquement 15 ans. Depuis ces 15 ans, l'enquête piétine. Je pense que les magistrats, enfin, ils ont été 5. Et la police, qui a changé très souvent ses équipes, ont fait du travail, mais enfin, ça n'a mené à rien pour le moment. On est en plein échec. C'est la raison pour laquelle j'ai pas beaucoup hésité quand j'ai rencontré Karine Hutzebot à la Marche Blanche de Paris au mois de mars. J'ai décidé de jouer cette carte-là en plus des autres. La rue Petit, dans le 19e arrondissement. Des grands ensembles modernes où logent 850 personnes. Cécile habitait au 3e étage du 116 avec ses parents. Lundi matin à 9 h, l'écolière quitte l'appartement et prend l'ascenseur comme tous les jours. Elle se rend à son cours de gymnastique, à 300 mètres, son CES. Cécile est en 5e. À 11 ans, elle a l'habitude d'aller seule au lycée. Ses parents travaillent plus tôt. Ses petits camarades de classe seront les premiers à s'inquiéter de son absence. C'est une très bonne élève qui n'a pas l'habitude de manquer l'école. En fin de matinée, la directrice appelle les parents de Cécile. Ils ne comprennent pas. Ils imaginaient leur fille en classe. À 14 h, les 2 gardiens de l'immeuble, sans attendre la police, alertés par les parents, décident d'inspecter eux-mêmes les caves du 116. Et c'est la tragique découverte. La petite fille gît au 3e sous-sol dans le parking, poignardée derrière une porte fermée. Je connais beaucoup de tueurs et d'agresseurs d'enfants parce que j'en ai rencontré en prison. J'ai étudié des cas pendant mes études en Angleterre, en stage à l'FBI aux États-Unis. Je sais comment ils pensent. Je sais entrer dans leur tête, parcourir leurs catacombes. Et je veux en tout cas trouver celui qui a tué Cécile, ou au moins aider à le trouver. Parce que 17 ans, c'est trop long. Et il faut rendre justice à la petite. Voilà, et bon, je veux dire, il y avait le bout de tissu comme ça, et puis la main comme ça de la petite, quoi. Essayer de faire... Comme ça, par terre. Ouais, enfin, je savais, je me suis pas non plus... Non, à mon avis, elle devait avoir la main un petit peu posée comme ça, quoi. Elle devait être sur ce côté comme ça, exactement, j'en sais rien. Je veux dire, j'ai vu que la main dépassait, donc je peux pas vous dire, je pourrais même pas vous dire à la limite si elle était comme ça ou comme ça. Ça c'est, je veux dire, moi j'ai été au contact pour dire, voir s'il y avait quelque chose, mais bon, c'est pas un spectacle, hein, de toute façon. Elle était froide déjà? Ah oui, oui, et puis il n'y avait pas de réaction, de toute façon. Et personne ne l'a vu, hein. Et dans l'ascenseur. Bah apparemment non. Si, il y en a qui l'ont vu quand même. 7. Il a été dans l'ascenseur très tôt le matin déjà. Ah ouais. On prend l'escalier ou... Oui, on va prendre Parce que l'ascenseur, bon ça c'est similaire. Mais vous n'avez pas vu l'ascenseur bloqué. Vous êtes descendu par les escaliers ou par l'ascenseur? De toute façon, on a dû descendre par les escaliers. Parce que oui. Il y avait une porte là? Ça y était. Hein. Oui. Par contre, il n'y avait pas ces trous-là. Hein. Pourquoi? Bah, je sais pas, il y a eu d'autres collègues derrière. Hein. Pourquoi ils ont enlevé la serrure? Ah non, vous avez raison, la porte s'ouvre comme ça. Hein. Oui, bah. Donc finalement, vous êtes venu par ici. Ça, c'était pas là, hein, celui non, immeuble. Non. Et la porte était fermée? Et la porte était fermée, ouais, parce que j'ai poussé sur le dessus. Ouais. Et vous l'avez ouvert? Vous avez une torche avec vous? Ça, j'ai un doute sur la lampe. Ça, mais bon, je veux dire... Vous l'avez poussé? Et ben, voilà, c'est-à-dire que la petite était à la place du meuble. Ce meuble-là n'était pas là. Hein. Non. La petite était... Et vous n'avez pas pu révéler la forme de l'enfant? Par où? Non, parce qu'il y avait quelque chose dessus.
Il y avait ou le bout de moquette, ou le bout de tapis, ou un bout de tissu. Je n'ai pas détaillé à ce moment-là. Hein. Et après, vous avez appelé les deux autres? Bah, non, déjà quand je l'ai vu, j'ai appelé. Après, j'ai dit que je vais aller jusqu'à la main pour voir si ça bouge ou s'il y a quelque chose. Et de là, bon, on s'est aperçu que ça bougeait pas et on est reparti appeler la police. Là. Vous avez laissé la porte ouverte, hein? Il me semble qu'on l'a laissée comme elle était là. Ouais. Ouais. Ça, c'est quoi ça? Ça m'inquiète. Hein. Ça, c'est quoi ça? Ce serait bien de prendre un petit bout, ne fût-ce que pour faire examiner ce que c'est. C'est dangereux de toucher. Hein. Allez, hop. Oh, je sais pas ce que c'est. C'est ce tissu, je crois. Je vais prendre ça avec. C'est un vrai labyrinthe ici. Ce qui ressortait pour nous du rapport d'autopsie, c'était un acharnement. Oui. Parce qu'en réalité, on a parlé de cordes, de couteaux, de coups. Donc, si vous voulez, les causes de la mort étaient multiples. Donc l'impression qu'on était obligé d'avoir, c'était celle de l'acharnement. Est-ce qu'il y a question de viol? Oui, il est question de viol. Oui. Oui. Accompli? Jusqu'à quel point, je ne saurais pas dire, je ne sais pas. Mais oui, il est question de viol. Est-ce qu'ils ont trouvé des traces de défense sur la petite? De chose défense. qu'elle s'est défendue. Oh, oui, l'acharnement du gars correspond sans doute à ça. C'est clair qu'elle s'est défendue. Sincèrement, ça ne m'étonne pas. Ah oui, c'est pas. Je peux te la faire entendre si tu veux. Hein? C'est vrai? Bien sûr. T'as des trucs, Oui. de sa musique? Oui. Et t'as ici? Oui. Ah oui, je voudrais bien écouter ça, moi. Ça devient très réel à ce moment-là. Elle devient très vivante. Tu sais, elle n'a pas vécu longtemps, Cécile, mais. Ah oui, elle laisse ses traces. Elle a beaucoup vécu. Oui, et intensément, hein. Intensément. Et ouais. Là, c'est avec sa. Tiens, t'en as une autre. Hein. Ah, là, elle est bébé, c'est avec sa grand-mère. Et c'est la grand-mère qui venait le week-end régulièrement. Oui. C'est une femme que j'aimais beaucoup. Ouais. Comment est-ce qu'elle arrive? Tu peux la sortir, la photo, si tu veux. Oui. C'est ma belle-mère, ça. Souriante. On n'a pas le droit de faire ça au passant. Ça va aller? Ça va pas? Ça va? C'est trop dur, tu vas dire. C'est pas trop dur d'écouter sa musique pour toi? On fera peut-être un autre jour. Non, je vais pas te faire écouter Cécile toute seule, parce que ça, je l'écoute jamais. Non, je vais te faire écouter les orchestres Lohengrin qu'on a...
À 8h30 le matin, il n'y a pas de lumière dans la chambre parce que je m'imagine qu'il faisait beau, c'était au mois de mai. C'était au mois de mai, une journée, en fait, un ciel aussi bleu que celui-là. Oh là là, mais il a terriblement 8h30 planifié. du matin, cette en fait. histoire. Il a terriblement planifié. Parce qu'il faut le savoir, hein, qu'il y a une petite fille qui va partir hein, à l'école le matin à 8h30, 9h moins le quart. Ça, c'est très très organisé. Ce matin-là, entre 8h et 8h45, 7 personnes ont aperçu dans l'ascenseur l'assassin présumé. Parmi elles, il y avait Luc, le frère de Cécile. En fait, tu as pris l'ascenseur et qu'est-ce que tu avais marqué? J'ai pris l'ascenseur, il était là. Il était là déjà. Oui. Comme ça, en fait, une attitude un peu posée. Oui. Et j'ai remarqué, j'ai voulu accéder au panneau de boutons là, et j'ai remarqué que le bouton -2 était allumé. Mhm. Il était tout calme. Très calme, ouais, très très calme. Bonne journée, au revoir Et physiquement, il était comment? Il était assez grand, légèrement plus grand que moi, d'une allure plutôt athlétique. Mhm. Et puis un visage qui ne laisse pas de mauvaise pensée sur le type d'individu, quoi. Il avait des tatouages quelque part, tu Non. peux voir? Rien. Non. Bon, il avait une peau de visage un peu irrégulière. Mhm. Est-ce possible qu'il a dormi dans le local même? Moi, je pense, oui, que c'est tout à fait possible. Surtout que d'autres témoins que moi ont bien remarqué l'état de ses chaussures, l'état poussiéreux, Mhm. un petit peu routard du personnage. Alors, j'y suis descendu ce jour-là avec mon grand-père qui est tout de suite venu parce que lui voulait voir sa petite fille. Et on a eu une barrière de flics à cet endroit-là. Ils ont pu voir encore la petite hein, pour l'identifier ou pas? Nous, on l'a vu au centre médico-légal au quai de la RAP pour la dernière fois. Elle était défigurée, méconnaissable. Ça te laissait supposer tout ce qu'elle avait pu endurer. Elle qui avait un visage si fin comme je t'ai montré, c'était pas la même chose. Est-ce qu'il y avait des... Est-ce que les os étaient brisés ou pas? Ça a été jamais brisé. Ça va? Difficile. Ah, salopard, hein. On va le trouver. On doit le trouver. Chaque être humain est un monde en soi et est une promesse pour ce monde. Donc on ne sait pas quelle promesse Cécile avait. On ne va jamais savoir à cause de quelqu'un qui a coupé cette ligne de vie. Et moi, la moindre des choses que je puisse faire, c'est faire une promesse à cette victime que je vais tout faire pour trouver celui ou celle qui a fait du mal et qui lui a coupé de la vie et pour empêcher qu'il continue.
C'est un jeune homme athlétique aux cheveux satin en désordre. Donc les cheveux étaient en désordre. Il était habillé d'une façon sportive. Il avait des baskets sales ou usées. En tout cas, ce n'était pas des baskets neuves. Il avait un blouson en cuir clair, probablement un polo clair, pantalon foncé, entre 25 et 30 ans, 1,80 m, type européen. Donc ça, en fait, c'est la description de Luc. Le père m'a fait la même description, mais les autres victimes, enfin, les autres témoins qui ont été entendus par la police par après, effectivement, ont vu le même individu. Parce qu'il faut repérer les endroits. Hein. Bon, imagine-toi que toi, tu veux commettre un crime dans un immeuble pareil. Bon, tu n'as jamais été là. Tu entres, tu prends l'ascenseur, tu montes, tu descends et tu attends. Bah, on va voir, peut-être une petite va rentrer dans l'ascenseur. Mais tu vas où avec cette petite alors? Ça, c'est très bien prémédité, c'est très planifié. Hein. Parce que bon, tu es dans l'ascenseur, mais tu ne connais pas le labyrinthe qui est en dessous, tu ne sais pas par où sortir si jamais les parents retournent, etc. Mais c'est inimaginable. Parce que tout se passait bien. Alors, il est venu là encore, peut-être des jours avant le crime aussi, pour voir comment, qu'est-ce qu'il pouvait faire, où était le sous-sol. Oui, c'est pas possible autrement. Ou peut-être la nuit, il a préparé tout ça, c'est possible. En tout cas, quand on voit l'énorme violence qu'il y a eu sur la petite, il y a question de sodomie, il y a question de viol, mais je crois que ça c'était post-mortem, après la mort. Parce que j'ai l'impression qu'il avait une idée en tête. La petite, c'était pas une petite qui se laissait faire. Elle s'est défendue, ça ne correspond pas à son fantasme. Et là, on est tombé dans la colère. Dans la colère parce que ça l'a rappelé une fois de plus un rejet. Et il en a ras-le-bol d'être rejeté. Et c'est là, en fait, où il a immobilisé la victime, voire tué. Et que je crois qu'après, il a violé et sodomisé la petite. Est-ce que c'était son premier crime? Non, c'est pas possible que ce soit son premier crime. Non. Luc a de nouvelles informations à me donner. En 1986, après le meurtre de Cécile, il avait demandé au juge d'identifier l'empreinte génétique de l'assassin, son ADN. À l'époque, ça ne se faisait pas en France, mais en Angleterre et en Belgique, oui. Luc sait de quoi il parle, il est biologiste. Malheureusement, ces expertises n'ont été faites que 10 ans plus tard, en 1996. Elles ont permis de comparaison avec d'autres ADN. Elles ont révélé ce que je pressentais. Il y a d'autres affaires liées à l'assassinat de Cécile. Tu m'as dit au téléphone qu'il y a plusieurs affaires liées à l'assassinat de Cécile. On le sait depuis très peu de temps. Qu'il existe effectivement 4 autres affaires liées par des preuves génétiques. Donc on aurait pu, à partir de là, très vite, constituer, disons, une véritable enquête. C'est certain, oui. Parce qu'on sait déjà avec les études aux États-Unis que ce genre de criminel, le profil correspond quand même à un criminel en série, vu la violence sur Cécile. On sait aussi maintenant avec les études approfondies qui ont été faites à Virginia que ce genre de criminel attaque, il faut en fait trouver son premier crime d'une série. Et en général, il attaque dans un périmètre de 1,3 km d'où il habite. Sandrine est la première victime connue. L'ADN de l'agresseur est le même. C'était le 7 avril 1986, un mois avant l'assassinat de Cécile.
Sandrine avait 8 ans. Elle a été laissée pour morte. Là, il y a peut-être trop de risques. Quoi qu'il entend que l'ascenseur arrive, mais bon, il peut être surpris tout de suite. Si quelqu'un sort, il est surpris. Donc, ici, il n'a pas trop l'occasion parce qu'il y a la lumière et puis, évidemment, il aime bien le noir, hein, parce que ça fait peur aux enfants. L'obscurité totale, c'était le cas aussi avec Cécile, il n'y avait pas de lumière là. Donc, au niveau des risques, il a fait ici, parce que là il y a une porte et là il y a les ascenseurs. Et pour augmenter son excitation, peut-être aussi pour ça peut être une forme de dépersonnalisation. Parce qu'alors il ne doit pas voir la victime. C'est devenu un objet. C'est plus facile quand on ne voit pas. Ou bien on met une couverture sur la tête, ou bien on tourne le visage vers le sol, ou bien on le fait dans l'obscurité totale. Et par après, je ne sais pas s'il peut entendre quand il y a quelqu'un qui descend par les marches. Mais il a peut-être bloqué la porte, hein, comme il a fait avec Cécile, ça on ne sait pas. En tout cas, il a préparé, hein, il connaît l'endroit. C'est pas possible autrement. Si c'est bien son premier crime, il devait être là, quelque part, dans une de ces tours, à guetter sa proie, à repérer les horaires, un anonyme au milieu des anonymes. La société de gestion des immeubles refuse de me donner la liste des locataires de 86. Confidentiel, disent-ils. Alors, je voudrais que vous précisiez, est-il exact que vous avez établi un profil précis de Dutroux 1 an avant son arrestation, profil publié dans la presse. 15 jours après la disparition de Julie et Mélissa. Oui, il y a des fax là-dessus, où il y a des dates, et en plus, les parents Russo ont témoigné devant le juge qu'effectivement c'était un profil très très exact. Ouais. Et quelle est votre formation dans cette profession qui est quand même très peu répandue en Europe et en France, voire très contestée? Et mélangée. Oui, mais je trouve ça tout à fait normal, et d'autre part, je crois que, déjà, j'aime pas le mot profiler. Nous sommes tous des profileurs, tous. Si vous êtes tout seul dans dans une petite rue abandonnée, il fait nuit, vous entendez un bruit derrière vous, vous voyez quelqu'un, vous allez profiler pour voir si vous êtes en danger. Si moi je me trouve seule dans le métro à Paris à minuit et je vais, rien que d'y être, je vais profiler les gens autour de moi pour voir si ils me veulent du mal ou pas. Même à l'inverse, si j'ai un mec qui me plaît, je vais le profiler. Je vais voir si c'est quelqu'un qui me plaît. Donc en fait, on ne fait que ça toute notre vie. La seule différence avec moi, c'est que en dehors de ça, je profile les criminels. Pourquoi font-ils ça? Pourquoi sortent-ils du commun? Pourquoi faire du mal aux autres, etc. Et j'ai commencé, pour moi en tout cas, mais évidemment il faut des papiers, il faut des documents pour la justice, ce n'est pas tes compétences qui comptent, ce sont tes documents. Mais pour moi, les meilleures universités, c'était les tueurs d'enfants eux-mêmes. Eux, ils m'ont tout appris. J'en ai suivi 15 en Europe pendant 10 ans, dans les prisons. Je les ai fréquentés, je les ai écrits, j'ai parlé des heures avec plusieurs types d'assassins, que ce soit des tueurs en série, des tueurs isolés, des pères qui tuent leurs enfants. Donc en fait, j'ai vu toute la gamme, même des femmes qui tuent.
Et en fait, le plus intéressant, c'était Christian Wangeloven parce que c'est un profil très très intelligent. Il est très intelligent, il parle 5 langues, il voyageait dans le monde entier. Et lui, il a été condamné pour barbarie, torture, enlèvement et meurtre de 2 petites filles à Elne, tout près de Collioure. Les autopsies des enfants c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Lui, je l'ai suivi 3 ans. Et en fait, il y a un lien de confiance qui s'est installé dans le sens que j'ai pu me promener dans les catacombes de ses pensées, de ses fantasmes. Mais j'ai examiné son passé, d'où il vient, sa famille. J'ai été voir sa mère en Hollande à plusieurs reprises, qui avait à l'époque déjà 92 ans. Donc en fait, j'ai fait un profil de toute la famille et pourquoi il est devenu comme ça. Je dois retourner chez moi, gagner ma vie. Je ne suis pas payée pour cette enquête. Je suis psychothérapeute et des patients m'attendent, victimes ou agresseurs. À mon cabinet, tous les jours tombent des dizaines d'informations, disparitions d'enfants, agressions. Je rêve qu'un jour le silence se fasse. Toen ik aan de harddrugs was wist ik dat blowen eigenlijk gewoon helemaal geen schade zou richten, maar vergeleken met andere dingen. Dus, ja. Nu, daar is een geschiedenis van seksueel misbruik in het gezin. Hè? Ja. Er is je zus die verkracht is en uw broer. Hoe hebt u daarop gereageerd? Toen ik het van mijn zusje hoorde, heb ik half mijn kamer verbouwd. En ja, ik ben heel het dorp rondgerend om mijn agressie kwijt te raken. Toen ik het van mijn broer hoorde, ja, dat snapte ik niet helemaal. Ik was nog klein. Ik wist ook niet echt wat het betekende, dus. Dus je voelde woede als Maria verkracht is. Ja? Hoe oud werd je toen? Ja, volgens mij was ik toen 14. Weet jij dan nog maar een jaar? Sorry? Weet jij dan nog maar een jaar? Ja, zoiets denk ik wel, ja. Hebben ze dat stilgehouden of zo voor u? Nee, mijn zusje heeft het stilgehouden. Het was in Amsterdam. En, Ah ja, dat is juist. Ja. J'ai pu contacter Anne, la dernière victime connue, reliée par l'ADN. C'est la dernière apparition de l'assassin, dernière trace. C'était en 94. Anne avait 11 ans. Elle faisait du vélo, seule, dans les environs de Mitry-Mory. Tu me dis où je dois m'arrêter? Oui. Là où, en fait, tu as vu arriver la voiture. Voilà. Voilà, stop. Oui. Alors maintenant, tu m'expliques exactement ce qui s'est passé. Donc en fait, toi, tu viens de là. Oui. Lui, il est sorti de la voiture. Voilà. Et il s'est comme ça dirigé vers toi. Voilà. Oui. J'étais à vélo et tout. Je suis restée sur mon vélo, comme ça. Et je m'étais déjà arrêtée. Et il me demande ma pièce d'identité. Oui. Donc après, je lui dis, j'ai pas de pièce d'identité. Donc après, il me dit, bon bah vous allez me suivre au commissariat. Il me parle bien, normalement quoi. Alors comme ça, il est venu. Voilà. Oui. Il t'a touché quelque part ou il t'a tout simplement invité de venir dans la voiture? Non, il m'a invité à venir dans la voiture. Oui. Il t'a accompagné par ici ou lui, il s'est dirigé tout de suite vers son côté? Non, il m'a accompagné vers ici. Oui. Il m'a mis les menottes. Oui. Là, c'est ici qu'il t'a mis les menottes, voilà, comme ça. Il m'a mis les menottes. Donc c'est lui qui a ouvert la porte. Oui. Et il m'a mis, je me suis mise comme ça et voilà, je me suis assise. Après, il a fermé. Il a fermé. Oui. Il était habillé comment quand il est sorti de la voiture? Il avait un jean noir, mais le haut, je me rappelle plus du tout. Je sais qu'il avait un jean noir, il avait des baskets. Oui. Tu peux le décrire? Il était brun. Il avait les yeux marrons.
Il était assez grand, quoi, par rapport à ma taille, c'est clair. Est-ce qu'il avait un... Oui. Et en plus, comment dire, il me parlait bien, donc moi je pensais vraiment que c'était un policier au début. Il avait un accent? Non, il n'y avait pas d'accent. Donc en fait, est-ce qu'il était du coin ici ou est-ce qu'il était de Paris? Vous pouvez pas le dire? Non, ça je pouvais pas le dire parce que c'était un Français, quoi. Ça se voyait, il n'avait pas du tout d'accent. Est-ce que tu reconnais cette personne? Ouais, c'est lui, mais il y a des trucs qui ne vont pas. Évidemment, ça c'est un portrait robot qui a été fait 10 ans avant. Ouais, et puis là, je trouve qu'il fait vachement jeune, quoi, par rapport à quand je l'ai vu, c'était pas du tout ça. Non. Donc après, il a fait marche arrière. La voiture était propre? Oui, mais ça sentait un peu l'herbe. Ça sentait quoi? J'aimais pas l'odeur, quoi. L'herbe. C'était un truc à odeur qui vendait quelque part? Non, même pas. J'ai pas vu qu'il y avait un truc à odeur. Ça devait être son odeur. À lui? Et toi, t'as vu personne du village? Non, bah là, il y avait des gens dans le bar, mais pour eux, il faisait beau et tout. C'était normal. Donc, il a fait comme ça. Là, il faut vraiment connaître. Oui, parce qu'effectivement, on fait tout droit, hein, par là. Ouais. Oui, il a fait tout droit. Il a même pas hésité. Donc, il connaît. L'agresseur va rouler 90 km en direction du sud. C'est la première fois qu'on vient ici. C'est bien ce rond-point-là qu'il a pris. C'est ce rond-point-là qu'il a pris, mais je sais pas par où il est passé. Et il a pris ce petit chemin. Il a continué comme ça? Jusqu'où? Il s'est arrêté là. Ici? Oui. Il s'est arrêté là. Ici? Ok, donc, et là il y avait les champs à l'époque. Donc là il t'a pris dans les bras. Il t'a sorti de la voiture. Et puis on va y aller. On va voir. Ça va aller? Si ça va pas, tu me le dis. Hein? Ouais, ça va. Ok. Et tout ce temps, il te disait rien? Non, il me disait rien. En plus, j'avais mal aux mains. T'avais quoi? Aux mains? Bah oui. T'avais toujours les menottes? Oui. Donc il est rentré par là. Oui. Hein? Ouais, ça va. C'est pas trop dur? Si, un peu. Un peu? Et tout ce temps, il te portait toujours? Oui. Dans les bras? Oui. C'était ici, dans cet endroit-là? Donc il m'a attaché avec les menottes sur le radiateur. Comment était-il? Qu'est-ce qu'il te disait? Il m'a montré un magazine, une BD, une bande dessinée. Puis il m'a montré un peu, il m'a montré les pages de cette BD et il m'a dit. Il m'a demandé si j'avais déjà fait ça. Il m'a montré la fille, qu'est-ce qu'elle faisait, et il m'a dit qu'il fallait que je le fasse. Et c'est difficile d'expliquer ce que c'était? Ce que la fille faisait dans la bande dessinée?
Elle lui faisait une fellation. Mhm. Et là, t'as dit non. C'est peur, j'ai dit non, j'avais peur. D'ailleurs, je pleurais. Mhm. Et il m'a dit que si je le faisais pas, il allait me bâillonner. Et pour moi, pour moi, bâillonner, ça voulait dire il allait me tuer, quoi. Mhm. Et puis après, il m'a montré des autres choses aussi. Et t'as pas dû te déshabiller ou? Si, il m'a demandé de me déshabiller. Et moi j'ai dit, je suis pudique, quoi, j'aime pas. Et puis il m'a dit c'est pas grave et tout. En fait, il essayait de me mettre à l'aise et tout. Et j'ai dit non, franchement, j'arriverai pas. C'est trop dur pour moi. Il m'a dit fais-le, sinon commence pas à m'énerver. Et il a dit ça et là j'ai eu peur, quoi. Donc je me suis dit vaut mieux que je le fasse, quoi, au lieu de mourir. Et il avait des tatouages quelque part? Des cicatrices? Non. Des blessures? Non. Il n'avait rien. Est-ce qu'il était poilu? Non. Non. Et il n'y avait aucun bijou? Il portait aucun bijou? Non, rien. Rien du tout. Oui. Donc à un moment donné... Le seul truc, c'est qu'il avait un trousseau de clés et il y en avait plein dedans. Je sais pas ce que c'était, mais ça m'a choqué, quoi. Il y en avait au moins une vingtaine, quoi. De clés? Ouais, dedans. Ouais. Donc ensuite, il a terminé et après, il s'est rhabillé. Tu as dit de te rhabiller? Voilà, il m'a dit de me rhabiller. Il m'a enlevé la menotte. Et il m'a dit de rester là parce qu'il va revenir tout à l'heure. De ne pas m'inquiéter parce qu'il va chercher à manger et tout. Donc tu as attendu quelques minutes ici? J'ai attendu quelques minutes. Et après je suis partie. Donc tu es sortie par ici? Évidemment le bâtiment était dans un autre état. Hein. C'était pas si grave. Voilà. C'est ce radiateur là? Oui. Et il t'a attaché à ça? Il a détaché le fil et après il m'a attaché à ça. C'est ce genre de lit? C'était un lit qui se pliait comme ça? Voilà. Et pas comme ça? Les médicaments? C'était ce genre de médicaments. Voilà, c'était des médicaments comme ça, oui. Et la skin? Les corporels à l'élastine. C'est ça ou c'était ce genre? Non, c'était ça. C'était bien ces médicaments-là. Et ça, il avait dans une boîte. Si on prend maintenant une ligne de vie de l'agresseur, il a 0 ans. Le temps de son crime, il a entre 25 et 30 ans, selon les témoins. Mais on sait aussi que des agresseurs sexuels ne commencent pas leur carrière, entre guillemets, leur carrière à 25 ou 30 ans. En fait, ça commence vers 14-15 ans, avec des fantasmes, des petits problèmes, il peut expérimenter, peut-être avec des petites filles de 6 ans à 8 ans, et bon, peut-être il a été déjà attrapé dans ce jeu, et que, comme ça a été, et toujours, on pense toujours, oui, mais enfin, c'est normal, c'est son âge, il est adolescent, il exploite, ce sont des expériments, et on laisse comme ça. Ça, c'est une faute très grave. Mais alors, il a commis des viols? Je crois que là, chez lui, je crois que chez lui, ça a été des attouchements sexuels un peu par là. Mais je crois que il y a des gens qui savent.
évidemment, là, jusqu'à ses 25 ans, je ne peux pas m'imaginer que pendant 10 ans, il s'est contenté de seulement fantasmer. Ce qu'il fait par après, c'est chercher du matériel pour nourrir ses fantasmes, comme par exemple... des bandes dessinées, ou ça peut être des films, des livres, des photos. Maintenant, c'est possible que, nourri par tout ça, les films, etc., où tout se passe toujours bien, hein, que l'homme en question, il est capable de séduire et de faire la cour à une femme, etc. C'est possible qu'il a essayé avec une fille, là, d'approcher une fille, mais se basant sur ce qu'il a vu. Oui. Et que là, il a eu le rejet. Parce qu'il avait des scénarios en tête. Il a des scénarios en tête, mais en fait, cette fille ne joue pas le rôle qu'il connaît des scénarios. Parce qu'évidemment, la fille en question, c'est pas un objet, c'est quelqu'un qui a des idées, des sentiments. Elle n'était peut-être pas du tout atterrée par cet homme-là. Donc, il est très probable que là, vers l'âge de 20 ans, il a eu un rejet qu'il a mal géré. Peut-être il a réessayé plusieurs fois, chaque fois rejet. Et en fait, il a commencé à aller en régression. On a vu d'ailleurs un peu qu'il y avait de la régression ici, tu vois. Et en fait, il s'est retourné chez des filles où il se souvenait qu'il n'y avait pas eu de rejet. Et c'est là où, qu'en fait, sa carrière a commencé avec les petites filles. Sauf qu'il lie ça chaque fois au rejet. Et que dès qu'un enfant refuse, c'est pas possible, parce que ça, il n'a pas connu avant. Et en plus, dans les films, les livres, etc., ça n'y est pas. Donc, à ce moment-là, il rentre dans un autre état. Et ça, en fait, c'est la deuxième signature, c'est la colère. La colère, il ne supporte pas le rejet. Et en fait, de toute façon, il va imposer ce qu'il veut. C'est faire l'amour. Point. Il n'y a pas d'enfants qui naissent monstres. Les enfants, ce sont des enfants cassés, des enfants abandonnés. Même si les parents sont là, ils n'existent pas. L'enfant n'existe pas pour eux. Il n'a pas une personnalité, il n'a pas une reconnaissance. Ça reste un vide à vie. Quelquefois, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de fin. J'ai pu avoir des informations confidentielles, des agressions qui remontent à 87. La police en a recensé au moins 8. Viol ou tentative de viol. Le type qui a fait ça n'a jamais été arrêté. Les témoignages se recoupent pour désigner le même homme, l'agresseur de Cécile et d'Anne. Marie avait 14 ans. Il était midi, elle rentrait de l'école. En fait, ici, elle fait un code. Elle ouvre la porte. Et tout de suite après, il y a quelqu'un qui la suit, qui tient la porte et qui entre avec elle dans la cuisine. Et qui la suit vers l'ascenseur. Déjà dans l'ascenseur, il a sorti sa carte de police. En disant, je suis de la police, je fais une enquête, j'ai besoin de vos papiers d'identité. J'ai rencontré Marie. Elle m'a raconté comment l'homme l'avait ligotée sur le lit, puis violée. Elle n'a pas résisté. Il l'a laissée vivante. Il cherche à être accepté. Dans ce cas-là, il ne tue pas. On trouve sa trace au sud de Paris, au centre, au nord. Il frappe partout. Il tente plusieurs fois dans la même journée. Il prend des risques, parle avec des témoins. Je suis sûre qu'il y a encore beaucoup de victimes inconnues qui n'ont pas porté plainte.
Ici, il va suivre 2 garçons. Même mode opératoire, il montre une carte de police, entre chez eux, les attache sur un lit, mais il ne les touche pas. Ce n'est pas le sexe qui les intéresse, c'est le pouvoir, le contrôle. Oh, attends, c'est pas possible ça. Il a fait ça avec 2 enfants. C'est incroyable. Donc là, il n'a pas, apparemment, il n'a pas peur des contacts physiques. À ce moment-là, il y a 4 portes. Le criminel traque des proies faibles, des proies qu'il peut maîtriser. Moi, par contre, je fais aussi la même traque, mais sur quelqu'un qui est plus fort, hein, ou à la même hauteur que moi. Là-dedans, l'agresseur est seul, la victime qui est traquée est seule, et moi je suis seule. Chacun, on est avec notre solitude. Dans ce jeu, entre guillemets, macabre. C'est pas nous qui ont commencé le jeu, c'est pas la victime qui a commencé le jeu, c'est pas moi, c'est l'agresseur qui a commencé le jeu. Mais puisqu'il y a des gens qui sont devenus prisonniers de son jeu, il faut qu'on joue le jeu pour sortir, ou pour gagner, ou pour perdre. Anne n'est pas satisfaite de sa description de l'agresseur. Je lui ai proposé une séance d'hypnose pour tenter de chercher au plus profond de sa mémoire. Le docteur Martin a réalisé une centaine d'hypnoses dans le cadre d'enquêtes criminelles. Dans 10% des cas, ces séances ont permis de résoudre l'affaire. Donc je suis médecin neuropsychiatre, je suis thérapeute. Ça veut dire que je ne suis pas flic, je travaille avec les gens, je les traite, j'essaie de les aider en utilisant entre autres la technique dite de l'hypnose. Si à un moment quelconque, il y a eu un moment difficile émotionnel, je peux gérer puisque c'est mon travail. C'est vrai qu'ici, je suis en tant qu'expert, et ça veut dire que le secret médical entre nous n'existe pas vraiment. Il y a donc un enregistrement vidéo, sur bande vidéo, magnétoscope, et ça fait partie, si tu veux, de l'enquête, du dossier, de l'instruction SIA, et il n'y a pas vraiment de secret médical. Que vois-tu maintenant? Que se passe-t-il maintenant? Laisse faire ton inconscient. Ne cherche pas à comprendre. Que Une barrière. Une barrière. C'est bien. C'est bien. Une barrière. La bande continue, la bande continue. Que se passe-t-il maintenant? La bande continue. Ne cherche pas à le voir mieux, laisse couler la bande, laisse aller la bande. La bande continue. J'en vais où? Que vois-tu maintenant? Que se passe-t-il maintenant? Où es-tu maintenant? Je vois quelqu'un qui se dirige vers moi. Je vois quelqu'un? Qui se dirige vers moi. D'accord, c'est bien. C'est bien, je suis toujours là. Ça continue. Il est devant moi.
Tu veux qu'on arrête un peu, on fait une petite pause? Tu veux qu'on fasse une pause? On peut faire une pause, aucun problème. Et j'ai l'impression, c'est une impression personnelle, qu'elle était sur place. Et comme elle allait avec son vélo, elle n'a pas osé avancer parce que maintenant, elle le sait, ce qui va se passer. Oui. C'est-à-dire que quand elle avait 11 ans, elle ne savait pas encore. Non. Elle se doutait un peu, mais maintenant il y avait danger, mais elle ne savait pas de quoi. Oui, et maintenant elle sait. Ouais. Donc le blocage est le mélange du vécu de dans le temps et de la connaissance de maintenant. Donc c'est beaucoup plus compliqué que cela. Je crois qu'il faut que j'en parle avec elle. Pourtant, elle est très en confiance avec vous, hein, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, on a rigolé un peu. C'est pas assez. Mais elle a peur de ça. Elle a été violée, hein, faut pas. Elle a été violée plusieurs fois. Hein, et deuxièmement, elle sait que d'autres sont mortes, donc elle a échappé à la mort. Oui. Je pense que tu as surtout voulu oublier le mal que ça t'a fait. Tu en as parlé très peu. Hein? Par exemple, les choses dont tu n'as pas parlé, je suppose, c'est que tu t'es senti sale. Hein? Parfois, on ressent l'odeur du sperme. Une odeur très spécifique. Ça fait vomir. Tu as vomi même, tu as tout craché. Mais tu as dû te sentir tout à fait infect, infâme à l'intérieur dans ta bouche. Tu as dû avoir des mots de bouche. Oh, c'est dégueulasse. Et l'odeur du sperme, c'est des choses dont on parle très peu, mais j'ai des jeunes filles comme toi qui ont vécu la même chose, pas si grave que ça, et c'est très dur, mais je connais ça. Je crois que tu en as rêvé aussi, de cette odeur, peut-être même de sa transpiration, le salaud. Tu as eu des moments de colère, tu étais fâché, tu as eu des moments de pleurs, de rage, des moments où tu te sentais coupable, et pourquoi, enfin, pour mon Dieu, pourquoi? Ça va? Je suis un peu... Allez, je vais un peu plus... C'est important, ça. Ça va? Ça va? Non. Il y avait longtemps, hein. Sophie est ma fille aînée. Elle suit des études de criminologie. Mais attends, je vais essayer de t'amener dans ce jeu pervers des pédosexuels. Hein. Tu vois cet enfant sur le deuxième balançoire, là? Oui. Va jouer un jeu. Oui. Tu vas l'enlever et tu vas faire en tant que personne ne se rend compte de rien. Les gens vont voir, mais il n'y a rien d'anormal. T'es un papa qui vient chercher sa gamine. Mais l'enfant, il ne te connaît pas, donc... Mais comment peux-tu faire? C'est le jeu. Toi, c'est à toi de gagner des points maintenant. Qu'est-ce que tu vas dire à la gamine pour que cette gamine te suive? Je ne sais pas du tout. Rends dans la peau de quelqu'un qui veut enlever cet enfant. Mais l'enfant ne me connaît pas, donc... Réfléchis. Imagine que tu n'as pas un chien, tu es un homme, mais tu connais très bien comment les enfants adorent les petits chiens. Il y a une petite fille isolée là, dans le bac à sable. Oui. J'arrive tout inquiet. T'as pas vu mon petit chien? Non, monsieur. Oh, tu peux pas m'aider à chercher parce que bon, bientôt il va pleuvoir. Il a peur dans la forêt, je ne trouve plus. L'enfant, évidemment, tu le sais, parce que maintenant, après l'affaire du trou, les enfants sont sur leur garde. Ils ont été bombardés de messages. Donc, tu le sais. Tu calcules ça dedans déjà. Et tu dis, ben, toi, tu prends ce coin-là, moi, je prends l'autre coin. Et en fait, tu commences à séparer la petite du groupe. De toute façon, l'enfant ne peut pas dire, mais je ne peux pas venir avec un être étranger, parce que de toute façon, elle ne vient pas avec toi. Mais tu sais où elle est. Ah oui, bien sûr. Donc tu dis, ben, toi tu vas regarder là, entre-temps moi je regarde là, et donc toi tu pars par là. Mais évidemment, tu vas la rejoindre là. Elle est foutue.
Elle est isolée. Si, de toute façon, si elle commence à hurler, elle est déjà dans un environnement où personne ne va l'entendre. C'est foutu. Cet enfant ne sait pas ce qui va se passer. Donc. Non, mais il le sent. Il le sent, mais il ne va rien dire. Parce qu'il ne peut pas mettre les mots sur ses sentiments. Donc il sent quelque chose d'anormal, comme on a vu avec l'autre fille, là, Anne. Elle sentait que quelque chose allait se passer, mais et pourtant elle n'a pas pris sa bicyclette, elle n'est pas retournée pour fuir. Elle a suivi cet homme dans la voiture, qui l'a amené. Parce que la psychologie d'un enfant, c'est pas la psychologie d'un adulte. Il connaît rien du monde, il connaît rien de la sexualité, il sait pas ce qui veut se passer. Il sait pas. Je lui ai dit, mais j'arriverai jamais à faire ça. Parce que je lui ai dit que j'étais pas... Enfin, j'avais pas de poils, j'étais pas une adulte en gros, quoi. Je lui ai dit. Il m'a dit non, c'est très bien comme ça. Il m'a dit c'est parfait, il y a un petit peu de poils, c'est très bien. Donc... La pente continue, c'est bien. C'est très bien. Après... Stop, pousse ou stop. Comment ça l'autre fois? Pouf, l'image est partie. C'est parti? Ça va? Anne reprendra la séance d'hypnose, mais elle ne pourra pas retrouver d'éléments déterminants sur son agresseur. Un coup de théâtre vient bousculer l'affaire. Des comparaisons de l'ADN ordonnées par la juge relient l'assassin de Cécile à un double meurtre. C'était en 87, au mois d'avril, dans le Marais, au cœur de Paris. Mais regarde, si tu regardes ici, tu vois pas l'immeuble. Hein. Pourquoi il a choisi cet immeuble? Parce que l'immeuble est retiré là. On ne le voit pas. C'est qu'il a suivi sa victime. Hein. Et après, il a surveillé dans la rue. Parce que, encore comme dans l'affaire de Cécile, il y a une rue juste en face. Mais vous habitez ici depuis dans le quartier. Oui, dans cette rue-ci. Dans cette rue, oui. Et vous n'avez jamais entendu parler d'un double assassinat dans cet Si, immeuble? moi j'ai entendu dans mon immeuble. Où ça? Quand? Il y a 10 ans, 19 ans. Oui. C'est mon immeuble. C'est vrai? L'histoire de la femme de ménage et... Ah oui, oui. Comme ça. Oui. Mais on n'a jamais arrêté les gens qui ont fait cette double. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement ici? J'avais 8-9 ans à l'époque. Moi, quand je suis rentré, il y avait plein de filles qui bloquaient tout. Est-ce que vos parents se souviennent de ça? Oui, ses parents, bien sûr. Ils sont où? Est-ce qu'on peut les parler? Ils travaillent. Oui. Vous ne connaissez pas quelqu'un d'autre qui était plus âgé que vous? On va aller voir la propriétaire de l'immeuble, peut-être qu'elle en sait. Ah oui, toujours là, c'est la même. Oui, c'est la même, toujours. Elle sait bien. Oui. Oui, pardon madame, je cherche madame Veil. C'est pourquoi? Je voudrais poser quelques questions, est-ce possible? Des questions pourquoi, madame? D'une affaire qui s'est passée ici il y a 15 ans. Sur quoi? Sur un double assassinat. Ah non, écoutez, je ne veux pas en parler. Merci. Pourquoi pas? Non, parce que j'ai pas envie. Est-ce que vous connaissez des gens qui puissent me donner des informations là-dessus? Je suis pas de la presse, hein. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Et des gens ici dans le coin ou dans l'immeuble? Non, tout a changé là maintenant. Il n'y a plus de locataires qui étaient là. Oh. T'as fait d'ici aussi?
Il n'y a pas une autre sortie du tout ici. Hein. Je ne sais pas, mais là, il y a une petite porte. Il y avait une porte, probablement je pense une porte anglaise qui fermait là-bas. Et donc à 2 mètres plus loin là. Et ils ont fermé cette porte-là, il fallait s'annoncer par des autres. Donc l'assassin a parlé ça c'est certain. À la fille. À l'interphone. Oui. Elle a ouvert, la fille au père a ouvert, depuis là-haut. Ça c'est sûr. Ben oui, parce qu'on ne pouvait pas entrer, c'était fermé par la porte qui est là-bas à 4 mètres. Mais... Et comment ils ont été tués ces gens? Comment? Un espèce d'assassinat sanglant, je sais pas, il y avait une mise en scène genre érotico-scabreuse, ils étaient attachés, pendus, etc. Mais c'était un assassinat déguisé, d'après la police, d'après ce qu'on a su. C'était déguisé en affaire de mœurs. Le matin, Heidi, elle a amené l'enfant à l'école vers 8h45. Ce n'est que vers 19h, lorsque l'épouse de Jean est arrivée, qu'elle a découvert les corps. On parle d'une sorte de mise en scène. Mais comment est-ce possible que Eddie a 20 ans et les autres victimes sont plus jeunes? Je crois que l'âge de la victime n'a aucune importance pour lui. Aucune. Les autres sont plus jeunes, hein? Oui, ça c'est une adulte. Alors l'âge n'a pas d'importance. Pour lui, non. C'est son fantasme. Mais oui, oui. Là, on passe de bébé, juste bébé, en préadolescente. Oui. Et de préadolescente à adolescente. Pour lui, ça n'a pas d'importance. C'est l'endroit, c'est le genre de victime dans le sens disponibilité de la victime et les possibilités à ce moment-là, les opportunités qu'il a. Comme il a fait avec Marie, il a ligoté la jeune femme sur le lit. Et à ce moment-là, ça c'était imprévu, il y a Jean qui entre. Et là, son fantasme brise. Ça on a vu dans d'autres affaires où là, il prend des crises de colère, mais très graves, très explosifs. Jean, c'est le salopard qui a brisé son fantasme. Et comment il a été tué, Jean? Mais apparemment, les deux ont été étranglés. Attends, mais s'il tue les deux, c'est qu'un des deux le connaît. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune raison de les tuer. Une fois que les deux sont immobilisés, ligotés, bâillonnés. Ben non, parce que Jean a brisé son fantasme. N'est-ce pas une raison pour le tuer? Mais qu'est-ce qu'on ne trouve pas sur ce crime qu'on a trouvé sur le crime de Sicile? J'ai pas vu le crime. On allait donner sur Sicile. Il s'est acharné sur la petite. C'était la colère. La signature, c'était à ce moment-là la colère. On n'a pas de colère ici. Sur base des données que j'ai, il n'y a pas de colère là. Il n'y a pas de signature ici. Donc ici, il n'y a pas de signature. Donc il y a autre chose. Là. Un des deux connaît, ne fût-ce que de vue, l'agresseur. Parce qu'il n'y a aucun... Je ne vois pas pourquoi il les aurait tués tous les deux. Il les a tués... En plus avec une cordelette. On sait que quand on tue avec une cordelette, qu'il est possible, dans beaucoup de cas, il y a un lien entre victime et agresseur. Ceux qui tuent avec leurs mains, il n'y a pas de lien entre victimes. Donc qui étranglent avec leurs mains, il n'y a pas de lien entre victime et agresseur. Et ici, en fait, il utilise des cordelettes. Mais les cordelettes, il les utilise en principe que pour ligoter les victimes. Pour son fantasme. Pour son fantasme. En principe, ça ne sert pas à tuer. Il a fait avec Cécile parce qu'il était en colère. Hein. Et il a fait là. Moi, je crois qu'il connaît un des deux. Un des deux aurait pu l'identifier. Donc, tu vois, le profil d'un agresseur, ça se passe pas comme ça. Hein.
ça se passe comme ça. Ça dépend parce qu'il s'adapte à la situation, son mode opératoire change. Il y a la signature. Hein? Et il apprend. Il apprend, oui. Même si je dois faire un truc, ça va comme ça en fait. Ça monte, mais ça bouge. Mais sa signature reste. Et sa signature, quand il tue pas, c'est l'humiliation de la victime, la domination sur la victime, donc ça correspond, c'est la même chose. Et en fait, il ne supporte pas le rejet. Il ne supporte pas le rejet. Quand il y a rejet, il tue. Il tue. Mais là, il n'y a pas de signature. Je voudrais tout savoir sur lui et son entourage. Parce que j'ai connu des gens dans ma vie, des gens très dangereux, dont l'entourage savait qu'ils étaient dangereux, ils ne disaient rien. Je veux dire que, à la limite, il est peut-être complètement fou, le mec. Mais il a un environnement social. Il n'y a personne de complètement fou qui passe complètement inaperçu. Jamais. À mon avis, il n'est pas tout seul. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que quand on trouvera l'assassin, si on le trouve, on va s'apercevoir de quoi? Que autour de lui, socialement, il y avait des tas de gens qui auraient dû être en état d'alerte et qui ont décidé de ne pas l'être parce que ça les arrangeait pas. Que ça soit la famille, les médecins, les professeurs, l'instructeur militaire, je sais pas, des tas de gens. Non. Je suis persuadé. Il n'y a aucun assassin qui sort du néant. Jamais. Qui n'a pas de passé. Qui n'a pas d'histoire. Jamais. Jean-Pierre, le père de Cécile, m'a appelé. Il est en colère. Un nouveau juge d'instruction a été nommé. Le 7e depuis 86. Ce juge a instruit l'affaire de Cécile et celle du double meurtre. Puisqu'il s'agit du même assassin, nous le savons, les dossiers devraient être joints. Et Jean-Pierre, en tant que partie civile, devrait avoir accès aux informations des deux dossiers. Mais contre toute attente, le juge refuse de joindre les affaires. Jean-Pierre organise alors une conférence pour protester. Je crois qu'il est inacceptable qu'un dossier soit considéré comme invisible, mais spécialement quand il remet en cause tout ce qu'on pouvait penser finalement. Puisque avant qu'on nous parle de ce dossier, on n'a affaire qu'à des dossiers d'enfants. Tout d'un coup, on n'a plus affaire à des dossiers d'enfants. Donc je suis fondé à penser, moi je m'autorise à penser qu'il y a des choses intéressantes dans ce dossier. Oui, mais comme Serge Garde en a parlé tout à l'heure, l'explication est très simple. Un psychopathe, il ne se fixe pas que sur ce genre de victime. Voire du trou, il y avait des enfants, il y avait des jeunes filles, mais il y avait aussi une femme de 52 ans. Karine, je ne cherche pas d'explication. Là, ce n'est pas la question. Moi, j'ai aucune explication à chercher, mais je dis que ce dossier, je veux le voir. Ah oui, ça je m'imagine. En toute hypothèse, je veux le voir. Je veux savoir ce qu'il y a dedans. Parce que je vois que deux réponses à la question « Pour quelle raison ne veut-on pas me le communiquer ?» On me communique bien les autres dossiers qui sont joints. Je crois qu'ils ont peur que là, tu vas voir qu'ils n'ont rien fait. Alors, il y a deux hypothèses. Ou bien il y a dedans quelque chose qu'on ne veut pas dire, qui est gênant. Quoi? Je ne sais pas. On peut s'interroger là-dessus. Ou alors, deuxième hypothèse, on a fait une bourde énorme. Et on veut camoufler Je crois que c'est plutôt ça. J'en sais rien. Ah, moi, je crois rien du tout. Moi, je veux le voir. Ça,
Et là-dessus, si un journaliste parle de l'affaire, j'aimerais que ça ressorte. Quand j'ai rencontré Jean-Pierre il y a presque 2 ans, je crois, c'était à la Marche Blanche, ce qui m'a en fait frappé le plus, c'est que la première chose que le juge lui a dit dans son dossier, c'était à partir de maintenant, ce n'est plus votre affaire, c'est l'affaire de la justice. Ça m'a tué parce que ça l'est toujours, l'affaire de la justice. Ça fait maintenant pratiquement 17 ans. Dans ce genre d'enquête, il faut remonter au premier crime. C'est le principe de base. Parce que le criminel en série commet son premier crime dans son voisinage immédiat. Peut-être a-t-il commencé avec Sandrine dans le 13e arrondissement, mais peut-être qu'il a commencé avant, ailleurs. J'ai fait des recherches sur toute la France à partir de 83. Et en fait, c'est le seul endroit où j'ai trouvé exactement les mêmes modes opératoires, les mêmes signatures, même profil de victime. Et en fait, le même profil de ce que je cherche à Paris. Donc, les témoins parlent tous d'un personnage, un homme grand, entre 1m70 et 1m80, avec un blouson clair, chemise col ouvert, des cheveux châtains. Il a l'air sympa au début. Là aussi à Annemasse, il y avait un matelas préparé dans la cave. Il parle avec sa victime, il y a des témoins, il suit les victimes, il prend son temps. Et quand on prend le portrait robot de l'assassin d'Annemasse et on le met à côté de celui qui agit sur le territoire parisien, il ressemble très très fort. Oui, très fort. Et donc si c'est l'assassin qu'on cherche, ben, effectivement il faut retourner là où les premiers crimes ont eu lieu. Et si c'est Annemasse, il y a beaucoup de chances qu'on trouve par là des éléments qui peuvent mener à trouver celui de Paris. Mais tout ça, c'est pas certain. Mais c'est très étonnant sur 15 ans que je n'ai que 2 affaires groupées, et c'est à Annemasse et à Paris. Je suis déçue. Comme quoi notre science ne sera jamais une science exacte. Une brève enquête auprès des journalistes du Dauphiné libéré m'a appris que l'assassin d'Annemasse a été arrêté, puis jugé en 93. Oui, bonsoir madame, excusez-moi de vous déranger, c'est madame Hutzebot à l'appareil. Est-ce que je pourrais parler maître Canu Fischer? Bonjour madame. Est-ce que vous avez quelques minutes parce que je voudrais vous poser quelques questions concernant un client que vous aviez il y a quelques années. Mais le mode opératoire et la signature étaient la même. Pareil. Ouais, toujours pareil. Pareil. Donc même si c'était dans un parc... Oui, c'était toujours pareil. Donc pour lui, l'endroit où il commettait ses crimes, ça ne devait pas nécessairement être une cave, ça pouvait être aussi... Ah ben non, ça a été, il y a eu les parkings, il y a eu les escaliers, etc. Pas forcément la cave.
Ben, la cave était un des éléments importants puisque c'était, il avait subi lui-même donc des attouchements et une fellation forcée par un homme dans une cave. Donc ça faisait partie d'un des passages obligatoires, la cave, oui. Hein, pour exorciser ce que lui-même avait subi à ce niveau-là. Je suis très très frappée par le fait que c'est identiquement le personnage que je cherche dans l'assassinat de plusieurs victimes sur Paris et environ, et des viols, et qui est toujours en liberté. Si ce n'était pas le cas qu'il était arrêté 6 mois avant la dernière victime, j'aurais été sûre que c'était lui. C'est pour ça que je suis tombée sur lui, quoi. Oui. C'est aussi 85, 87, par là. Et alors la dernière victime, c'est 94. Mais entre 87 et 94... 94, ça peut pas être le mien. Non, non. Il sentait l'herbe. C'est ce que Anne m'a dit. Donc il vient de là. Attendez. S'il vient de là, c'est qu'il doit être ici. Il n'y a pas 36 000 solutions là. S'il vient de là... Et il est reculé avec la petite dans la voiture. Alors qu'il pouvait faire le tour par là, parce que ça on a vu maintenant, il aurait pu retourner par là sans être vu au village, mais il ne l'a pas fait. S'il n'ose pas venir ici, c'est qu'il y a des gens qui peuvent le reconnaître ici. Et le seul endroit, c'est pour ça que je suis revenue en fait, parce que ça m'a frappé la première fois, c'est cet endroit-là. Là. J'avais vu que ici, il y a eu des travaux. Il y a eu des implantations d'arbres. J'ai vu tout ça. C'était dans un flash, donc j'ai besoin de revenir pour voir tout ça. Donc je crois qu'on doit... Maintenant, je dois vérifier si effectivement il y avait des travaux à l'époque. S'il y a des témoins qui ont vu cette voiture-là, décrite par la victime, et de savoir de quand à quand, éventuellement, il y a eu des travaux ici. Voilà. Là, vous avez la photocopie du plan cadastral. Oui. Alors, donc en fait, tout ça sont des terrains. Oui. Mais on a besoin d'une autorisation pour faire des travaux. Pour faire quoi? Comme travaux? Parce que enlever les descendre les arbres, oui. Oui, il y a des demandes d'autorisation. Hein. Et ça se passe où, en fait, pour les autorisations? Au service technique. Service technique d'ici. C'est le même bâtiment ici. On ne peut pas le demander maintenant. Ils peuvent me dire en quelle année les travaux ont eu lieu. Je vais regarder ce que j'ai dans un dossier à l'intérieur. Demandeur. C'est bon. Et la parcelle, c'est laquelle? Vous l'avez? De 94. Bon. 94, et l'autorisation, c'est pas compliqué, le 13 avril 94. Et l'arrêté, il date du 25 avril 94. Et donc, ils ont eu l'autorisation le 25 avril de la même année, hein? Ouais, ouais. Vous avez fait à l'époque des travaux sur votre terrain à Mitry-Mory. De l'abattage de peuplier. Et ça m'a marqué beaucoup parce que c'est au moment du décès de mon mari. Il était très malade et puis ça n'allait pas du tout et il est décédé au mois de mai 94. C'est pour ça que je suis très marquée. Et donc après, il y a celui qui replante. Oui. Et il y a ceux du bois qui vient, qui traite, qui évalue et puis tout. Et ceux-là, ils ont été contactés par vous. Attendez, ceux du bois, oui, ils ont été contactés par moi, mais c'est lui qui s'occupe
de donner à des bûcherons l'abattage. Ah oui, oui. Moi, après... Et une fois que les... Moi, je vends, je replante, et puis c'est tout. Oui. Non, c'est parce qu'il y avait des voitures qui venaient. C'est vrai qu'il y avait des gens qui passaient en voiture hein, aussi. Hein. Mais s'il y avait une Volvo ou pas, je ne me rappelle plus. Et ça fait trop longtemps déjà quand même. Ça ferait très peu de temps C'est-à-dire après. qu'on aurait été avoir... interrogé la même année où c'est vrai, il y a eu temps hein, quand même. Hein, donc. Ah si, il y a la barrière, oui. Parce que la barrière n'y est plus maintenant. Hein. Ah ça je ne sais pas, mais il y en avait une barrière, ça je suis sûr qu'il y en avait une barrière, parce que combien de voitures qu'on a vu de brûler ici, ici, là en dessous le pont de chemin à fer, on a vu pas mal de voitures. Mais c'est très important ce que vous dites là. Hein. Quoi? Ah bah oui, parce que de toute façon la voiture qui a enlevé la fillette, il est arrivé jusque là, c'est plus loin, c'est à peu près 2 kilomètres, c'est une rue de terre. Hein. Ah non, mais c'est possible, ah non, c'est le chemin, moi je connais bien le chemin. Hein. Et donc il a enlevé la petite là. Il a été jusque-là, il a fait marche arrière, il est revenu par là. Donc il doit savoir que c'est fermé là aussi. La barrière là, si elle serait fermée, c'est... à moins qu'elle ait la clé, voilà. Bah, et la fille aussi, dans ces cas-là, la gamine. Oui, mais en vélo, tu peux passer au côté. Hein. Oui, parce qu'elle a dit... Oui, en vélo, tu peux passer au côté en vélo. Hein. Oui, mais en voiture, pas ça, il a dit. En voiture, tu passes pas. Hein. Et par là, elle passait de côté. Alors, qui avait accès à ça avec la clé? Qui? Avec la clé, que les cultivateurs. Pour moi, il y en a que le propriétaire de terrain, et celui-là qui travaille dans la ligne TGV, c'est tout. Hein. Il n'y a personne qui peut passer automatiquement. Hein. Mais c'est vrai que tous les jours, quand on arrivait... La victime a bien dit que c'était quelqu'un qui avait un gros trousseau de clés. Ça, elle a dit. Ah. Donc, et puis là, tu viens d'apprendre qu'il y avait une barrière, qu'il fallait une clé. Ah ouais, automatiquement. Mais en fait, qui devait avoir une clé pour s'y rendre? Tout le monde. Tous les cultivateurs. Oui, mais c'est pas beaucoup, hein. Il y en a 4 ou 5 peut-être là. Bah oui. Pas plus? Non. Et qui d'autre pouvait avoir une clé? Bah, les chasseurs. Tout le monde en a eu les clés. Hein. Quand ils ont mis les barrières, ils étaient obligés de nous donner les clés. Oui, mais qui donnait les clés? Ah bah je sais pas qui c'est les a donnés parce que quand je suis arrivé ici, j'avais... Est-ce que c'est la SNCF? Est-ce que c'est c'est la mairie? C'est la mairie qui donnait les clés. Que la mairie? Je pense, oui. Ouais. Les gens qui disent qu'en fait 80% du temps la barrière était ouverte. Ah bah ça c'est quand les manifs viennent ouvrir la nuit. Hein. Ou les gens qui viennent braconner. Ici c'est un secteur à braconnage aussi, attention. Hein. Ça vous est arrivé d'arriver sur place et que la barrière était ouverte? Ah bah oui, plus souvent. Ouais. On a même là, à côté du pont, on arrive, là, il n'y a même plus de cadenas. Le cadenas est disparu, on ne sait pas qui l'a pris. Là. Mais aussi à cet endroit-là,
Comment? À cet endroit-là aussi. Ah ouais. Régulièrement, Ouais. vous êtes venu là et... Ah oui, oui. Ça, les barrières, ils ne tiennent pas, là. On a regardé à la commune, on a obtenu les noms de tous les propriétaires de terrains. Et ce qui me frappe là-dedans, c'est qu'il y a d'énormes terrains de la ville de Paris. Et donc, ou bien c'est quelqu'un qui travaille à la SNCF, ou bien quelqu'un qui travaille pour la ville de Paris, qui est mobile, oui, qui est mobile et qui à Paris n'avait pas nécessairement besoin d'une voiture, mais qui plus tard, pour aller à Mitry-Mory, avait besoin d'une voiture. De là, en fait, la Volvo blanche. Mais déjà, alors, si c'est un fonctionnaire de la ville, ça veut dire qu'il a une carte tricolore. C'est possible. Oui. Oui. C'est une carte blanche avec la photo et les couleurs bleu, blanc, rouge. Et à peu près, combien il y en a comme ça, pour me donner une idée? Sur Paris et environnement. Ça, je serais incapable de te dire, il y a plusieurs milliers. T'as pas de meilleures nouvelles pour moi, c'est pas moi. Non, je suis désolé, puis c'est la première fois qu'on évoque cette hypothèse. Hein. Laisser tomber, mais jamais venu à l'esprit. Jamais. Jamais. Ma fille, elle a été là. Je ne peux pas la supprimer d'un trait de plume. Hein. N'est-ce pas? D'ailleurs, pour moi, elle est là, elle est partout. Hein. Je vis avec mes fantômes. Ils sont là, mes fantômes. Je vais pas oublier mes fantômes. Je suis infidèle, moi. Non, non, laissez tomber. Je veux pas prendre mal la question, mais non. Non, non. Impossible. Si j'en avais la tentation, je pourrais pas. Je sais pas si je suis clair. Je peux pas. Ça voudrait dire quoi d'ailleurs? J'entends des drôles d'expressions. Faire son deuil. Tourner la page. Il y a des gens qui savent faire ça. Ce qui me fascine, c'est le mystère de l'autre. Ma soif de le comprendre est sans limite. Or, les limites sont proches lorsqu'il s'agit de jouer avec la vie et la mort. Dat zou kunnen. Maar ik zou graag weten, welk gedeelte ben ik er niet over? Want ik denk, de verwarring. De verwarring. Sinds wanneer is die druk op uw hoofd? Zeker al 2 weken. Het is precies in de bergen. Hoeveel? 17. Ik heb altijd veel te laag gehad. Dat is gewoon echt overstressed. Overstressed. Is de druk op uw oren of in uw hoofd? Dat is precies dat ik zit in de bergen en soms heb ik de indruk dat dat water achter mijn oren zit. En dan hoor ik... Dat is uw lijf dat in opstand komt. Hè. Ja. Normaal ga je er naar luisteren, maar je verzet uw grens. Ja. Je verzet uw grens, je verzet uw grens. Ik heb dat gelijk in, ik voel dat ook. En ik zit tegen de muur. Ik zit tegen de muur, ik kan niet meer. Ik doe nog altijd voort, hè, maar ik weet, ik moet stoppen. Dat had ik niet een paar maanden geleden. Ja. Ik dacht, ik zal dat anders regelen en dat zal dan wel gaan, maar nu weet ik, nee, ik kan niet meer. Je gaat aan uw professionele, naar uw manier van werken, uw manier van het
de dingen waar dat je mee bezig bent. Ik denk dat je daar serieus moet over gaan nadenken om daar echt iets aan te doen. Niet noodzakelijk, dat is het grote probleem. Ik weet, als ik dan zeg nu stop ik, dan stop ik. Ik kijk niet meer om. Ik kijk niet meer om. Als je dat kan? Ja, ik kan dat. Maar ik vind het heel erg, vooral die kinderen. Absoluut. Dus ik zit constant te twijfelen. Het is een beetje zwart-wit wat dat betreft. Omdat, ik zeg het, je kunt niet een beetje zwanger zijn. Ja. Ofwel zijn zwanger ofwel niet. Ofwel heb je die kinderen, maar dan door het plafond, ofwel niet. Dus deze zaak van Cécile is mijn laatste. Dat is zeker. Dat is zeker. Dat is zeker, want ik kan niet meer. Ik geef het toe. Je me dis quelquefois qu'il est peut-être mort, qu'il est peut-être dans un hôpital psychiatrique ou bien à l'étranger. Mais même mort, il faut lui trouver un nom, mettre son nom sur un visage et le sortir de l'anonymat. Si c'était pas si grave tout ça, on devrait avoir pitié de lui, parce que c'est le sentiment qui prend le dessus. Je crois que c'est le chagrin pour les victimes des victimes. Ça revient. Il a été victime, il a fait des victimes. Il y a une grande partie des victimes qui font de nouveau des victimes. C'est ce cercle, c'est le désarroi, ouais. Ce qu'il faudrait en fait, c'est prendre une liste des habitants des immeubles du 13e, là où tout a commencé, et prendre une liste aussi des employés aux espaces verts de la ville de Paris, comparer les deux listes, voir s'il y a un nom qui réapparaît sur les deux listes, et après voir si ce nom réapparaît sur ceux qui travaillent sur Mitry Mory. Et peut-être le nom surgirait. Et on peut mettre ce nom sur un visage. Ce n'est qu'après ça que je pourrai l'expulser. Je dois l'expulser parce que il a pris une grande partie de mon cœur, de ma famille. Il est avec moi tout le temps, tout le temps.